Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de la grande aventure. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Bougainville, autant dire d'un esprit libre, d'un homme avide de nouveaux horizons et d'aventures, autant dire aussi un personnage sur mesure pour Marc Menant, à qui j'ai demandé de nous accompagner sur les routes maritimes qui nous conduiront très loin là-bas, dans ce qui deviendra un jour la Polynésie française. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Thomas sur l'habitude qu'on avait autrefois d'habiller les petits garçons en filles. Oui, alors c'est nous qui voyons ça comme ça, parce que à partir du moment où on met des robes aux petits garçons, on dit on les habille en petites filles. Mais à l'époque, on les habillait tout simplement en petits garçons. On verra pourquoi, comment, etc. Nous allons, vous le voyez aujourd'hui, nous replonger dans l'ancienne France, dans cette époque assez extraordinaire, le XVIIIe siècle. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est la première fois que je vous parle de Bougainville à ce micro et je vous avoue que je suis le premier surpris de cela, car s'il y a bien une figure extraordinaire, un personnage dont la vie se confond avec la notion même d'aventure, c'est bien Bougainville, personnage qui nous a tous plus ou moins fait rêver sur les bancs du lycée, à l'époque où nous lisions non seulement le récit de ces extraordinaires voyages, mais surtout le supplément au voyage de Bougainville. Nous sommes là dans la philosophie, on est dans Montesquieu, on est dans les réponses à toute cette philosophie nouvelle. Bougainville est l'homme qui aura, au nom de la France, conquis de nouveaux territoires. Ça, c'est la façon classique d'envisager les choses. Mais il est aussi cet esprit neuf, ce personnage sans attache et sans préjugés qui aura essayé de comprendre l'altérité, de comprendre d'autres hommes, ceux qu'il va croiser sur son chemin et dont il va essayer de tirer le meilleur. Nous allons voir jusqu'où, bien entendu. Alors, disons-le clairement, c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire dans les débuts de récit, de début de biographie. On dit « rien ne prédisposait, en l'occurrence, Bougainville à devenir marin ». Mais en l'occurrence, c'est le cas. S'il avait écouté son père, en fait, il serait devenu juriste. Et d'ailleurs, il va faire des études de droit. Il ne naviguera, si je puis dire, sinon fortuitement, mais que par un certain nombre de hasards de l'existence, jusqu'à devenir, au-delà d'un grand navigateur, jusqu'à devenir un grand découvreur. Hein. Je parlais de la Polynésie française. Si cet archipel extraordinaire perdu dans le plein milieu du gigantesque océan Pacifique est encore français aujourd'hui, évidemment c'est à Bougainville que nous le devons. Il faut imaginer ce que ça devait être à cette époque. Vous pensez quand même un Français habitué au climat de l'Île-de-France, habitué à un certain nombre d'habitudes, de modes de vie, et qui se retrouve comme ça, presque sans transition. Vous allez voir, car le voyage s'effectue d'une traite, qui se retrouve confronté à un tout autre climat, à cette végétation luxuriante, et puis à ces populations tout à fait incroyables pour les Français de l'époque, à ces populations polynésiennes. C'est Bougainville qui découvre Tuamotu, l'archipel dangereux. Et d'ailleurs, il est tellement parti sur son air qu'il ne va pas faire escale. Hein. Il arrivera à Tahiti le 2 avril 1768. C'est très tôt quand même. On a souvent tendance, parce que évidemment les époques se rejoignent, on a tendance à considérer Bougainville comme quelqu'un de quasi pré-révolutionnaire. Mais à l'époque, en 1768, quand il arrive à Tahiti, on est encore en plein dans le règne de Louis XV. On est véritablement dans le XVIIIe siècle, dans ce qu'il y a encore de plus traditionnel dans la France de l'époque. On va y venir tout à l'heure avec Marc Menant, parce que ça mérite qu'on s'y appesantisse un minimum, bien entendu. Alors c'est un paradis que va découvrir Bougainville, véritable paradis terrestre pour un certain nombre de ses compagnons de route qui, bien entendu, de ces navigateurs qui, bien entendu, vont en profiter. Il faut vous dire que l'accueil sur place
est tout simplement extraordinaire. Dans sa description d'un voyageur autour du monde, Bougainville nous parle de ces sauvages, c'est le terme qu'on employait à l'époque, qui, je le cite, ne paraissaient pas étonnés de nous voir. C'est lui qui parle. Ils sont fins commerçants, mais de bonne foi. Il raconte d'ailleurs qu'ils ont des mœurs extrêmement douces. En tout cas, c'est ce qu'il en perçoit. Là aussi, on verra jusqu'à quel point c'est vrai. Il est venu dans une des pirogues une jeune et jolie fille presque nue qui nous montrait son sexe pour de petits clous, raconte-t-il. Les pirogues étaient remplies de femmes. Il nous pressait de choisir une femme, de la suivre à terre. Je le demande. Comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français jeunes marins et qui depuis 6 mois n'avaient point vu de femme? C'est, je vous disais, un paradis terrestre. Il ne faut pas s'étonner que Marc Menant se soit beaucoup intéressé à ce sujet, bien entendu. C'est une sorte d'idéal de paradis sexuel que découvrent tout simplement ces nouveaux navigateurs. Et d'ailleurs, Bougainville, qui ne s'y trompe pas, baptise l'archipel la Nouvelle Cythère. Vous savez que l'embarquement pour Cythère, dont Watteau a laissé une merveilleuse représentation du reste, symbolisait à l'époque l'embarquement pour un monde de plaisir et de plaisir pur. Alors on pourrait se dire, ayant découvert Tahiti, ils vont y rester pour la fin de leur jusqu'à la fin de leur jour. Pas du tout, ça dure pas longtemps du tout l'escale à Tahiti, 9 jours en tout, et assez vite pour des raisons qui sont liées largement à la conformation des rivages et notamment à la présence, vous savez, de récifs coralliens qui sont dangereux pour les navires. En fait, on remet très vite les voiles, on repart assez vite. Avant de partir, Bougainville va enfouir un document dans le sable qui proclame l'île possession française, bien entendu. Il n'a pas décidé tout seul de faire ce voyage, Bougainville. Il faut avoir ça à l'esprit. En vérité, cette extraordinaire expédition s'inscrit dans tout un contexte. La France est en concurrence directe, étroite avec la Grande-Bretagne à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on est très peu de temps après la guerre de 7 ans, qu'on a perdu en 1763 au traité de Paris, on a perdu un certain nombre des colonies françaises, que la marine britannique est en train de prendre possession du monde et derrière elle tous ces commerçants qui poussent évidemment pour prendre le contrôle de la planète, et qu'à la cour de Versailles et qu'autour de Louis XV, on a l'intention évidemment de contrecarrer autant que faire se peut cette espèce de grand mouvement britannique de découverte, notamment du Pacifique, enfin de ce que c'est Cook, là c'est le grand adversaire. Ça aussi on y viendra tout à l'heure évidemment. La mission initiale qui a été confiée à Bougainville, c'est de veiller à la transmission pacifique de la colonie Saint-Louis en Guadeloupe aux Espagnols. Là encore, les Anglais avaient de fortes visées sur la colonie en question. Les Français savaient très bien qu'ils n'avaient pas les moyens maritimes et militaires de défendre la dite colonie. Alors on va préférer en faire cadeau, si je puis dire, au roi d'Espagne plutôt que de voir les Anglais faire main basse dessus. Autant dire que ce n'est pas une mission très glorieuse qui est au départ celle de Bougainville. Il l'assume d'ailleurs à contre-cœur. Et il faut vous dire que, évidemment, ce Bougainville a été élevé dans un esprit extrêmement différent de tout cela. D'où vient-il? D'où nous vient-il? Et comment est-il devenu l'explorateur que nous connaissons aujourd'hui? C'est ce que nous voyons dans un instant. Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, un extrait du concerto en ré mineur interprété par Andrei Gavrilov. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au voyage du navigateur et explorateur français Bougainville. Alors ce Bougainville était né en 1729, c'est presque son anniversaire, il était né le 12 novembre. C'était le second enfant d'une bonne famille, une famille bourgeoise, encore une fois dans les professions juridiques. Le père était notaire et il voulait que son fils devienne lui-même soit notaire, soit avocat, en tout cas qu'il commence déjà, qu'il fasse son droit comme on disait.
Et il se trouve, comme assez souvent dans ces destinées de personnages de l'Ancien Régime, quand meurt le père, eh bien c'est la liberté qui arrive et aussitôt Bougainville change de carrière, lui va se diriger vers les armes en vérité. Alors, il faut dire qu'il bénéficie de la protection de son oncle maternel, un certain monsieur d'Arboulin. Ce d'Arboulin fait partie, vous savez, de ces riches financiers qui notamment ont bâti une véritable fortune sur les fournitures aux armées. Il est devenu monsieur d'Arboulin l'administrateur général des postes. C'est lui qui organise le fameux hôtel des postes tout près du château de Versailles. Il est proche de madame de Pompadour. Il fait partie, vous savez, de ces bons milieux de la bourgeoisie financière qui gravitent autour de la favorite royale. Et c'est madame de Pompadour, qui n'est pas à un bon office près, qui va parler de ce monsieur de Bougainville, de ce jeune homme au roi, qui le promeut d'emblée capitaine de dragon, s'il vous plaît, et en tant que capitaine de dragon, il va devenir le premier aide de camp d'un certain Montcalm. Montcalm, c'est le Canada, évidemment, c'est toute l'affaire de Montréal, et on va raconter ça tout à l'heure. C'est là qu'évidemment Bougainville va avoir l'occasion de se faire d'abord remarqué pour un certain nombre de qualités éminentes. Il est proche de Montcalm, qui le trouve juste un peu fiévreux, peut-être un peu difficile à tenir. Le 3 avril 1756, voilà notre Bougainville qui, ayant fait ses preuves au cours de deux grandes traversées, va prendre prendre la direction de la frégate La Licorne. Alors, on peut dire que c'est une épreuve non pas du feu, mais des flots. Il y gagne très vite le grade de capitaine de vaisseau, et c'est à lui qu'on confiera donc un peu plus tard cette expédition à Saint-Louis en Guadeloupe. Et c'est seulement après cette expédition, qu'il aura l'occasion de faire son fameux tour du monde. Alors, on dit ça, tout ça a l'air pratique, hein. Vous savez, quand on voit les choses après coup, lorsque les exploits ont été accomplis, tout ça a l'air tout à fait naturel et même assez simple. Mais il faut bien être conscient qu'au départ, pour Bougainville, il ne s'agit pas d'un simple voyage. Il doit contribuer, je cite la lettre de mission qui l'anime, à l'avancement de la navigation et du commerce, et par cela même au bien de la nation. Il a entre ses mains une mission de très haute importance. C'est très important ce qu'on lui confie, bien entendu. Bougainville obtient l'autorisation de pousser au-delà des Malouines, d'aller très 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 au sud, d'aller passer le détroit de Magellan et de traverser la mer du Sud, comme on l'appelait, en direction des Indes orientales. Son nouveau navire, alors quand je dis navire, il faut imaginer ces immenses voiliers, ces gréements extraordinaires de l'époque, avec cette voilure impressionnante. Ce navire, c'est la célèbre Boudeuse, bien entendu. Mais il n'est pas seul, il n'y a pas seulement la Boudeuse, il y a également une flûte, un navire dans lequel on peut mettre énormément de vivres, etc., qui s'appelle l'Étoile, et qui devait justement le rejoindre aux Malouines pour lui apporter des vivres et pour lui permettre d'aller plus loin. Mais oui, parce qu'il fallait évidemment recharger les batteries, si je puis dire, avant de se lancer dans une traversée aussi impressionnante. C'est le 5 décembre 1766 que la Boudeuse quitte la rade de Brest sous un ciel bas, empli de nuages. Notre Bougainville est accompagné par un grand personnage, un seigneur allemand qui s'est battu au nom de la France et qui est devenu amiral, le prince Charles de Nassau. Et sur l'Étoile, qui donc le rejoindra aux Malouines, sera également un savant naturaliste assez connu et dont nous allons parler désormais, qui s'appelle Philibert Commerson, personnage assez étonnant, qui ne fait pas parler de lui dans un premier temps, qui est assez austère et très intéressant. Vous allez voir il nous réserve de grosses surprises. Alors il y a deux équipages, bien entendu, un sur chacun de ces navires, sur la Boudeuse et sur l'Étoile, respectivement commandés par Duclos Guyot et par la Giraudet. La première traversée est rapide. En moins de 2 mois, la Boudeuse mouille à Montevideo. Ensuite, ce sont donc les Malouines où Bougainville est chargé de la cession de l'archipel aux Espagnols. Et puis on attend l'arrivée de l'Étoile. Le voyage se poursuit à partir du 14 novembre 1767. Cette fois, ce sont bien les 2 navires qui quittent de conserve la rade de Montevideo et qui mettent cap au sud. Et quand je dis
au sud, c'est vraiment plein sud. On va longer les côtes de la Patagonie. Il faut imaginer le climat qui devient de plus en plus dur, avec des rafales terribles, de furieux ouragans. On traverse parfois de véritables paysages de brouillard. Une navigation extrêmement difficile, d'autant plus que vous savez que toute cette région est hérissée littéralement de récifs. Il faut donc faire extrêmement attention. On aborde au détroit de Magellan. Ce n'est pas une navigation de tourpeau. Là encore, je passe très vite et nous allons avoir l'occasion d'y revenir avec Marc Menant, mais il faut imaginer la somme d'efforts, la somme de souffrances endurées par les équipages dont toute une partie est malade, bien entendu. On passe donc, en tout cas, le détroit de Magellan. Et cette fois, c'est l'océan Pacifique qui s'ouvre devant les deux navires. Les côtes peu à peu disparaissent dans notre dos, si je puis dire. Et devant, il n'y a rien qu'un immense océan, un bleu azur immaculé et qui va se perpétuer presque indéfiniment jusqu'à ce qu'enfin on découvre un archipel. Mais nous n'en sommes pas tout à fait là. Alors, sur l'étoile, je vous ai parlé de ce Philibert Commerson, de ce naturaliste qui voyage. Il n'est pas seul dans sa cabine, il est accompagné d'un domestique qui répond au nom de Barré. Jusque-là, tout à fait normal. Le domestique en question porte les fardeaux, il s'occupe des habits, des trophées de chasse, tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Il a un dévouement absolument sans borne, ce Barré. Il est formidable. Il sert même Commerson à table. Il entretient très bien la cabine de son maître, dont il classe les collections botaniques. Il ne coûtait à la marine qu'une ration de matelot, nous dit un témoin. En l'occurrence, c'est le chirurgien Vives qui est sur l'étoile également, et qui quand même se demande un peu qui est ce domestique. Il a quelques doutes. En vérité, une rumeur s'est emparée de l'équipage, et l'on est en train de se dire que celui qui accompagne Commerson n'est peut-être pas le domestique du naturaliste, mais sa domestique. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au voyage de Bougainville. Alors Bougainville va finir par aborder à Tahiti. Alors il raconte tout ça. C'est magnifique d'avoir cette relation très précise, d'ailleurs quasiment au jour le jour, et qui nous permet de comprendre exactement non seulement les évolutions de l'équipage, enfin des deux équipages, mais également leur mutation psychologique, si je puis dire, car peu à peu il faut se faire à l'idée de ces nouvelles terres et de ces nouveaux êtres humains. C'est fascinant, les Tahitiens et les Tahitiennes. Évidemment, c'est un peuple tout à fait extraordinaire pour les Occidentaux qui les découvrent à l'époque. Tandis qu'en Europe, écrit par exemple Bougainville, les femmes se peignent les joues en rouge, celles de Tahiti se peignent d'un bleu fin, d'un bleu foncé, les reins et les fesses. C'est une parure et en même temps une marque de distinction. Les hommes sont soumis à la même mode. Je ne sais comment ils s'impriment ces traits ineffaçables, je pense que c'est en piquant la peau et en y versant le sucre de certaines herbes, ainsi que je l'ai vu pratiquer aux indigènes du Canada. Il est à remarquer que de tout temps, on a trouvé cette peinture à la mode chez les peuples voisins encore de l'état de nature. Quand César fit sa première descente en Angleterre, il y trouva établi cet usage de se peindre. Omnes vero Britannis et vitro inficiunt, etc. Il cite le texte de César. Le savant et ingénieux auteur des recherches philosophiques sur les Américains donne pour cause à cet usage général le besoin où on est dans les pays incultes de se garantir ainsi de la piqûre des insectes caustiques qui s'y multiplient au-delà de l'imagination. Cette cause n'existe point à Tahiti, puisque, comme nous l'avons dit plus haut, on y est exempt de ces insectes insupportables. Quand je vous dis que c'est un paradis terrestre qu'ils découvrent, il n'y a même pas de moustiques, vous imaginez? L'usage de se peindre y est donc une mode, comme à Paris, écrit-il. Un autre usage de Tahiti commun aux hommes et aux femmes, c'est de se percer les oreilles et d'y porter des perles, etc., etc. Et là, ce qui est en train d'entrer, non seulement dans l'esprit de Bougainville, non seulement dans l'imaginaire de tous ces voyageurs, mais bientôt dans l'imaginaire des lecteurs qui vont faire leur suc de cette extraordinaire relation du voyage de Bougainville, c'est la relativité des mœurs. C'est que d'un seul coup, on soit confronté à des personnes qui ne vivent pas du tout, certes sous des latitudes extrêmement lointaines, de la même manière qu'à Paris ou à Versailles. Il y a donc une
une sorte de nouvelle frontière qui vient d'être franchie, un nouvel horizon qui a été à jamais repoussé. Ça, c'est peut-être la grande leçon de ces voyageurs du XVIIIe siècle en général et tout particulièrement de Bougainville. Alors, j'avais lancé tout à l'heure une petite énigme à propos du domestique de Philibert Commerson, vous vous rappelez, sur lequel on commençait à se poser des questions. Voici ce qu'écrit le chirurgien Vivès. Il dit « Les soins particuliers qu'elle prenait, il dit déjà elle, lui, parce qu'il est convaincu que c'est une femme, qu'elle prenait pour son maître, ne paraissaient pas naturels pour un mâle domestique, ce qui fit que cette tranquille jouissance passa bien vite pour nos deux adhérents. Le premier mois plus doux repos qu'il jouissait fut interrompu par un petit murmure qui s'éleva dans l'équipage. Il y avait à bord une fille déguisée. On jeta sans balancer les yeux sur notre petit homme. Tout annonçait en lui un homme féminin. Alors, vous allez me dire, la supercherie a quand même tenu comme ça jusqu'à Tahiti. Sauf qu'à Tahiti, on a fait monter à bord un Tahitien qui, d'ailleurs, est venu de lui-même, qui était d'un naturel particulièrement ouvert, etc., que Bougainville a très bien accueilli, qui s'appelait Aoutourou. Et il se trouve que ce Tahitien, lui, n'est absolument pas dupe de la tenue de la jeune fille. Enfin, de la jeune fille, ou en tout cas du domestique. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une femme, et d'ailleurs on le voit, qui prend beaucoup de plaisir à se faire peigner, à se faire habiller par cette personne qui, disons-le, est démasquée. Alors, lorsqu'on arrive aux grandes Cyclades, aux Nouvelles Hébrides, nos actuelles Nouvelles Hébrides, Bougainville est bien obligé d'intervenir. « Je suis obligé, suivant les ordonnances du roi, de m'assurer si le soupçon est fondé, dit-il, parce qu'il y a cette ordonnance royale, alors là, qui remonte à très longtemps, et qui interdit évidemment à toute personne de sexe féminin de naviguer sur les vaisseaux du roi. » Donc il reçoit le domestique et avant d'avoir besoin de le faire se déshabiller, eh bien le domestique passe aux aveux. Voilà ce que raconte Bougainville. Barré, les larmes aux yeux, m'a assuré qu'elle était fille, qu'elle avait trompé son maître en se présentant à lui sous les habits d'homme à Rochefort au moment de son embarquement. Née en Bourgogne et orpheline, la perte d'un procès l'avait réduite à la misère. Elle avait pris le parti de déguiser son sexe. Au reste, elle savait en s'embarquant qu'il était question de faire le tour du monde. Ce voyage avait piqué sa curiosité. Elle est assez extraordinaire, cette femme, entre parenthèses, quel roman extraordinaire cela ferait, cette jeune fille qui, après tant de déboires dans sa vie, a décidé d'aller vivre la grande aventure et devient un homme. En vérité, Commerson était tout à fait au courant. Elle a menti, et bien entendu, il savait, il va être obligé lui aussi de passer aux aveux, il savait très bien que c'était une fille au moment où elle est montée sur le bateau. Il va être d'ailleurs obligé de descendre à terre, d'aller passer un mois sur l'île de France. Le Bougainville ne veut pas le garder sur le navire. Et puis finalement, tout le monde réembarquera pour la métropole nettement plus tard. Il faut dire que Commerson ne mourra qu'en mars 1773. Il est resté à l'île de France à la demande de poivre dont on parlait l'autre jour à propos des épices. Quant à elle, elle va épouser un certain Antoine Barnier et elle rentre en France le 1er décembre 1785, ce qui veut dire qu'à l'époque, elle est tout simplement la première femme à avoir accompli le tour du monde. Bonjour Marc Menand, dans un instant nous allons revenir avec vous sur cette vie extraordinaire de Bougainville. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, un extrait du concerto en mi majeur interprété par André-Yves Gavrilov. Nous sommes au cœur de l'histoire de Louis-Antoine de Bougainville, le navigateur et explorateur français, avec vous Franck Ferrand et votre invité Marc Menand, journaliste et écrivain, auteur notamment du Petit roman de Haïti aux éditions du Rocher. Et oui, Marc Menand que connaissent très bien les auditeurs d'Europe 1. Alors Marc, vous aurez remarqué que dans ce court récit que j'ai fait pour introduire la figure de Bougainville, je me suis bien gardé de le décrire au moral. Je voulais vous en laisser la primeur.
meurt. Quel personnage séduisant et agréable. Il est l'incarnation des Lumières. C'est l'ami que l'on aimerait avoir. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'il a bénéficié d'une éducation extrêmement subtile. Il a baigné dans les mathématiques. Et pas avec n'importe qui, avec d'Alembert, l'un des pères de l'encyclopédie, et avec Alexis de Clairaut, qui lui avait réalisé un traité sur les courbes dès l'âge de 13 ans. Et ce sont ces deux personnages qui ont éclairé le jeune garçon. Alors c'est pas indifférent cette histoire de mathématiques, parce que c'est peut-être la clé pour comprendre son incroyable ouverture d'esprit. C'est un homme qui n'a quasiment, je dis bien quasiment, pas de préjugés en fait. Aucun préjugé, un appétit de savoir. Là, on est écouté de la musique. Il faut savoir qu'à bord, il va emporter avec lui ou mener 2 musiciens. Car il faut que les hommes soient tenus dans l'optimisme, que jamais le doute ne vienne les ronger. Et ça, c'est l'un des traits de caractère de ce personnage. Il a un enthousiasme que rien ne vient jamais à fadir. Cet homme-là trouve toujours les forces en lui pour repartir, même lorsque le destin, et à plusieurs reprises dans son existence, bien évidemment, il viendra le frapper, est là à se montrer chagrin. Et de Bougainville, donc, il a cet appétit de connaissance. Il y a un petit point qu'il faut souligner aussi, c'est qu'à cette époque, on ne connaît pas grand-chose du globe. Que d'interrogations, on cherche toujours le contrepoint qui permet au globe de ne pas être dans une folie tournicotante. Pourquoi a-t-il une forme de stabilité? C'est qu'il doit se cacher quelque part, un énième continent, celui qui fait le contrepoids à ce que l'on trouve au nord. Et ça sera une des obsessions de Bougainville, un jour mener un voyage vers les terres australes. Ça, c'est un point aussi à connaître. Il est tôt passionné de géographie, à une époque où la géographie est peut-être la science la plus neuve et la plus exaltante qui soit. C'est celle qui fait rêver entre toutes, bien entendu. On est aussi, ne l'oublions pas, dans ce siècle de philosophie extraordinaire où l'on se pose beaucoup de questions sur les origines des hommes et notamment sur ces fameux sauvages. Voilà, alors, donc, les sauvages, bien évidemment. Les mathématiques, à 23 ans, il va quand même il va publier un traité de mathématiques. C'est pas n'importe quoi. La géographie, vous le dites, et la connaissance des hommes. Il y a Rousseau, bien sûr, qui commence à nous parler du bon sauvage. Et lui, tout à l'heure, vous l'avez signifié, il a la chance de se retrouver l'adjoint de Montcalm sur la terre canadienne, qui appartient encore aux Français, mais dont le roi n'a que faire d'une certaine façon. Il va se retrouver dans une terre extrêmement hostile. Tout à l'heure, vous parliez des climats, mais Tahiti, c'est le paradis, alors que le Canada, c'est l'enfer. Oui, ça commence par le Canada. Voilà, et il va être propulsé là-bas comme aide de camp, et au départ, il a eu une petite expérience, c'est celle de mousquetaire du roi, parce que ce garçon, non seulement est dans cette embelli de la connaissance, mais il a également un côté batailleur. C'est-à-dire qu'on le voit facilement sortir du fourreau l'épée. Il bataille, il fait claquer le fer. Et lorsqu'il va se retrouver là-bas, ce sont ces 2 tempéraments qui vont se conjuguer et qui vont faire l'admiration de Montcalm. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'attitude de Bougainville lorsqu'il est aux côtés de Montcalm au Canada, c'est que son attention est tout entière portée vers les autochtones. Ça, c'est une curiosité très particulière. Oui, il est fasciné par en l'occurrence, c'est les Indiens Iroquois. Les Iroquois. Il va devenir d'ailleurs frère Iroquois. Il va être tellement dans l'empathie. Et c'est là qu'on a ce personnage. Contrairement à un Cook qui a l'esprit anglais, lorsqu'il arrive quelque part, c'est en conquérant. Lui, il arrive, non. On va se faire des copains encore. Mais il est dans le désir de la rencontre, dans le désir de la pacification. Il est très lucide. Il ne les voit pas comme des sortes d'êtres humains merveilleux qui seraient des saints. Que nenni. Il veut savoir. Il essaie de les voir comme ils sont. Voilà. Et d'ailleurs, quand il parle des Iroquois, ses frères qui vont l'adopter, il les traite de barbares. Il est choqué lorsqu'il les voit scalper les crânes. Il est obligé de les rappeler à l'ordre lorsqu'il est confronté aux sauvageries qu'ils commettent à l'égard des Anglais. Il faut dire qu'il y a une sorte de réciprocité, parce que de l'autre côté, les Anglais, quand ils prennent quelques prisonniers, ils y vont fort aussi. Mais pour bien montrer le tempérament des Iroquois, un jour, ils doivent rendre des Anglais, et Bougainville a la charge d'assister à l'opération. Ils viennent avec quelques bougres enchaînés, et là, ils vont en prendre un, qui vont scalper,
et ils vont obliger les autres officiers à dévorer leurs congénères. Voilà, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été assez bien traités par les Anglais. Et là, Bougainville montre que malgré son humanisme, il est capable d'autorité. Mais ça se passe aussi sur le voyage. Lorsque quelques coups de feu sont tirés par des marins, il les met au fer, il menace même de les fusiller. Et ce sont les Tahitiens qui demandent la grâce de ces gens-là. Alors ça, ce sera plus tard, évidemment. Oui, c'est plus tard. pour donner une idée, c'est pour montrer c'est l'état d'esprit du personnage. Voilà. C'est-à-dire que c'est un homme qui aime les autres, qui aime insuffler de l'enthousiasme, mais de l'autre côté, c'est un officier, c'est un homme de discipline, c'est un homme qui campe dans l'ordre, bien que de temps en temps, il se montre rebelle aux ordres qui lui soient donnés. Une chance pour nous, c'est aussi un homme de plume, il ne faut pas l'oublier. On est au XVIIIe siècle, il a été formé par Madame de Seychelles, c'est quand même pas rien, qui est un peu sa protectrice à Versailles, disons. C'est sa mère même, oui. Puisque malheureusement la sienne décède lorsqu'il a 5 ans, et elle va le prendre sous sa protection. Elle a un petit garçon qui a son âge, et ils vont être là, compagnonnés toute leur éducation, et c'est comme ça qu'il va avoir la chance de se retrouver sous l'empire au sens noble du terme de d'Alembert et de Clairaut. Et ça donc, forcément, ça donne à ce personnage dès le départ un désir d'une vie qui soit une vie d'effervescence, une vie de connaissance, une vie de perpétuel étonnement. Et bien évidemment, quand on est à cette époque, on a aussi le goût pour la table et le goût de la frivolité. C'est un grand coureur devant l'éternel. Il ne se mariera qu'à 51 ans. Et mais non, mais voilà. Alors, quand à Tahiti, dans son cahier, il rapporte qu'on lui offre l'une de ses déesses, il dit ce sont des autels et on doit communier à ces grandes messes qui font l'enchantement de toute la population. Quand l'étreinte se termine, c'est le grand applaudissement de l'ensemble des témoins. Eh bien, il dit, je me suis soustrait à cela simplement par dignité pour ne pas montrer que l'officier était capable de se laisser aller comme le matelot. Oui, alors ça sera mais à ça, Tahiti, voilà, évidemment. Je pense, parce que faut savoir aussi qu'à bord, il est le seul à avoir un grand appartement. Les autres, tout à l'heure, les conditions extrêmes que vous avez racontées, il faut savoir que les hommes d'équipage, ils sont sur le pont. Alors on va y venir, Marc. On va venir à la navigation, au Malouine et à cette traversée terrible avant d'arriver au paradis terrestre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la vie du navigateur et explorateur français Bougainville avec vous Franck Ferrand et votre invité Marc Menant, journaliste et écrivain, auteur notamment de Mes divines débauches aux éditions du Rocher. Alors Marc, notre Bougainville est missionné par la cour et il doit se rendre au Malouine. Alors là c'est une mission politique pas formidable pour lui. Enfin, c'est lui quand même qui la suggère. C'est-à-dire qu'au départ, il doit vivre cet effondrement français au Canada. Il le vit très très mal parce que, alors, au-delà de ses qualités humaines, il a un don de projection et quand on lit aujourd'hui les rapports, on se dit que si on l'avait suivi, nous serions restés sans doute au Canada et qu'ensuite la Louisiane n'aurait jamais été cédée et que l'anglais ne serait pas aussi rayonnant à travers le monde, mais que ce serait sans doute le français. Et avec cet esprit humaniste qui imprégnait de Bougainville. Bref, toujours est-il qu'il va falloir faire en sorte que les Acadiens ne subissent pas le joug des Anglais. Et il imagine que l'on pourrait aller là-bas organiser un peuplement au Malouine et que ça serait un point stratégique pour pouvoir rejaillir sur le Pacifique et surtout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas organiser un voyage vers le continent inconnu, le continent austral. Donc pour lui, c'est la place essentielle. Donc il propose au roi de monter cette opération, sauf qu'il n'avait pas prévu, ni Choiseul d'ailleurs, le ministre, que les Espagnols allaient revendiquer cette terre. Et c'est là que Louis XV va être obligé de céder à la pression espagnole et que, contre sa volonté, Bougainville va être le fossoyeur de cette opération qui, au contraire, devait être celle de l'élan de la France. Voilà. Ça, il faut bien le dire. Et pour un peu dissimuler cet échec politique, il dit écoutez, sire, si on en profitait pour faire un grand voyage, des Malouines, je rebondirais, je franchirais le détroit de Magellan et nous partirions vers cet inconnu, voir ce qui se cache dans ce Pacifique qui porte si mal son nom. Et le roi va se laisser séduire. On en profiterait pour tailler des croupières aux Anglais, bien entendu. Évidemment. C'est ce qui va d'ailleurs séduire Louis XV, qui, contrairement à son petit-fils Louis XVI, n'est pas un grand géographe. Lui, il n'est pas très féru de géographie. Enfin, tout de même, il a une galerie de cartes
à Versailles. Oui, mais bon, ce qu'il néglige, c'est la marine, et c'est l'un des grands drames. Ça, vous devez sans doute très souvent dans votre émission, quand je l'entends, le rappeler. On n'est pas un peuple marin, c'est paraît incroyable vu la position de nos côtes. Bref, toujours est-il qu'également Louis XV cède à cette suggestion, car c'est Bougainville qui en paie pratiquement l'ensemble de la mission. Le roi ne fait que confier les 2 navires. Donc, ma foi, le risque, il est pour le privé et non pas pour l'État. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que la traversée s'effectue sous la conduite personnelle de Bougainville. C'est un véritable chef qui est à la fois sévère et juste, si je puis dire, humain. Voilà, mais si un homme déroge à la règle, il est capable de le placer dans la prison du bord, quelles que soient les conditions météorologiques, et lui faire subir en quelque sorte, le mot est peut-être fort, mais néanmoins, des supplices. C'est-à-dire que l'homme va aller jusqu'au plus profond de lui-même pour subir la punition. Reste qu'à chaque fois, il cherche à remonter le moral de ces hommes. Et ce qui est rare chez les officiers, alors je l'ai dit tout à l'heure, il a un coin à part, c'est la salle à manger, il a 2 domestiques, il a 2 cuisiniers, donc quand même un nombre de personnes autour de lui pour le bichonner, mais lorsqu'ils vont se retrouver après avoir quitté Tahiti, victimes de la famine que le scorbut commence à menacer, et le petit détail, c'est que Bougainville va organiser la chasse aux rats. Et sans le savoir, c'est comme ça qu'il va sauver ses hommes, car le rat fixe la vitamine C. Or, ce qui est à l'origine de ce mal terrible qui décime les équipages, c'est le manque de vitamine C. Donc en bouffant du rat, eh bien les hommes vont sauver leur peau. Néanmoins, il y a des délires, il y a des états de déliquescence physiologique, et il les tient au moral. Il prend une décision aussi, dorénavant, à ma table, c'est la même chose que l'équipage. Plus de faveur. Privilège, oui, ça c'est formidable. Voilà. Néanmoins, il lui restera, si on lit Saint-Germain, l'écrivain du bord, quelques plaques de chocolat, si on peut parler de plaques de chocolat, pour l'aider à tenir, je dirais, son propre moral. Comment expliquer qu'il ne reste que quelques jours à Tahiti, 9 jours en total ? Parce que c'est la précipitation du voyage. C'est-à-dire qu'il est resté trop longtemps aux Malouines. Et lorsque vous partez à bord, vous avez la nourriture, vous avez l'eau, mais après il faut pouvoir avoir suffisamment d'étapes pour pouvoir régénérer. Vous avez aussi les animaux vivants qui sont à bord. Mais dans les tempêtes, il y en a une bonne partie qui se trouve emportée. Il faut savoir que dans la phase où on arrive, où il n'y a plus rien, on va sacrifier une chèvre. Cette chèvre, Bougainville l'avait fait prendre à bord à Montevideo. Et depuis, elle lui valait tous les matins un petit verre de lait. Bah oui, et puis il y avait encore quelques poules. Mais sinon, à bord, il n'y a plus rien. Et donc, dans ces logiques-là, on ne peut même pas imaginer l'extrême avec des jours, quand on lit le journal, vous avez 10 jours de tempête extrême qui balaient le pont, qui rongent les hommes, qui ne peuvent pas à aucun moment trouver le moindre répit. C'est-à-dire que vous avez la pluie, vous avez le vent, vous avez l'humidité, vous avez l'eau qui pue. Quand vous ouvrez enfin un fût dans lequel il resterait quelques salaisons de viande, il dit que malgré les souffles environnants, eh bien c'est irrespirable. Voilà les conditions de ces hommes. Pourtant, il y aura des paragraphes terribles sur ces relents pestilentiels. C'est terrible. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que sur toutes les navigations, moi qui ai lu beaucoup de ces comptes rendus de grands navigateurs, il y a toujours un moment ou un autre une sorte d'esprit de mutinerie qui commence à germer. Oui. Eh bien, jamais. Chez de Bougainville, jamais. Les gars sont derrière lui, ils se disent, cet homme-là, même si certains, par exemple Saint-Germain, pensent que parfois il prend de mauvaises décisions, avec lui, on va réussir. Il y a même des autochtones, enfin en l'occurrence, je pense à Autourou, qui va monter à bord et qui va revenir avec lui. Oui, mais alors là aussi, quel engagement! C'est-à-dire qu'il ne traite pas du tout comme un sauvage. Il va l'habiller à ses frais en arrivant en France. Il va aller le présenter au roi. Il va pendant 1 an lui offrir le gîte, lui donner les moyens nécessaires pour qu'il se rende tous les jours à l'opéra. Et après, il lui avait promis qu'il lui offrirait le voyage de retour. Il va débourser le tiers de sa fortune pour que Autourou puisse éventuellement, je dis éventuellement puisque malheureusement il va être pris par la petite vérole sur le voyage de retour, mais c'est lui qui arme les navires qui aurait dû reconduire Autourou
à Tahiti. Un homme de parole, véritablement. Voilà. Alors, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'évidemment, la relation qu'il va écrire, ce texte va devenir d'une grande importance politique, philosophique. C'est une transformation même de la société française. C'est une ouverture d'un seul coup sur de tout autres horizons grâce à Bougainville. Je pense qu'on a totalement oublié aujourd'hui l'importance du bonhomme et de son exploit, hein, qui ont été majeurs en son temps. Il faut dire aussi, c'est que l'époque va nous conduire à nouveau à la guerre et qu'il va y avoir la guerre d'indépendance des États-Unis. Alors on est sous Louis XVI, non ? Voilà, et il va se trouver l'un des membres de la flotte extrêmement important, puisqu'il est parmi les proches il est à côté de l'amiral d'Estaing. Voilà, et puis après de Grasse. Oui. Et il va se trouver donc à Chesapeake, qu'est la bataille où Washington attend les renforts venus de mer, et où là il y a une manœuvre de la marine française qui est extrêmement subtile et qui va permettre de détourner les Anglais et de voir les hommes arriver auprès de Washington, et c'est la bataille déterminante. C'est ce qui va valoir aux États-Unis d'être aujourd'hui ces États rayonnants, ce pays rayonnant, et exclure les Anglais de cette posture géographique qui avait été la leur jusque-là. Et là, il est un héros, il est l'un des bateaux qui est le plus tiré, l'un des bateaux conquérants qui a pris le plus de risques. Quand on lit les comptes rendus, on dit quel officier, une nouvelle fois, c'était le courage, c'était la stratégie, et pourtant, il n'était pas fin navigateur, car, comme vous l'avez dit, c'est un homme de la terre, et c'est, là encore... Et des salons, disons-le. Bien sûr, mais cet homme-là, quand il fait les traversées pour aller au Canada, il n'est pas en touriste, il se place à côté du capitaine, il dit « Apprenez-moi la navigation, je veux connaître toutes les subtilités ». Mais quand vous vous retrouvez à manœuvrer, non plus en marchant, ou même en conquérant donc de terre, mais que vous êtes au milieu d'une flotte, qu'il faut arriver à comprendre les signaux qui vous sont... une flotte de combat, avec les drapeaux qui s'agitent, les coups de canon éventuellement qui vous sont destinés pour vous indiquer la manœuvre. C'est plus la même histoire, là. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est ce qui va faire que dans la bataille suivante, donc grâce à Bougainville, il joue un rôle déterminant, tout le monde le reconnaît. Mais après, une bataille secondaire, on se demande même pourquoi à la cour, jamais Louis XVI n'aurait dû la tolérer. Elle va se dérouler à côté de l'île de Sainte. Et là, Grasse, qui est l'amiral qui navigue, va prendre des positions stratégiques. Il faut savoir qu'il est en pleine dépression, qu'il a le mal qui le ronge. Cet homme-là ne tient plus debout et pour autant, c'est lui le patron de la flotte. Et il donne certaines consignes, dont une complètement aberrante, qui va faire en sorte que la flotte française va être prise entre la terre, où la mer est extrêmement furieuse et donc menace d'échouer certains bateaux, et les Anglais. Et à un moment donné, eh bien, de par une stratégie audacieuse des Anglais qui vont couper la ligne de flottaison française, l'amiral de Grasse va se retrouver isolé et il reprochera à Bougainville de ne pas être venu l'aider. Mais quand on lit le compte-rendu, parce qu'il va passer au conseil de guerre pour ça, quand on lit le compte-rendu, on voit quoi ? Il a quand même tiré 2000 boulets. Il en a pris 70 à bord. 20 ont détruit la mâture. Et malgré ça, il a sauvé son équipage. Il a été, bien évidemment, condamné non pas à venir au secours de Grasse, mais d'essayer de s'en sortir soi-même. Et donc cet homme avait fait preuve d'un courage inouï, mais malheureusement, le courage, l'humanisme ne suffisent pas toujours pour remporter une bataille. Mais il va réussir à s'affranchir de ce drame qui lui coûte dans un premier temps son prestige, et je dirais qu'il va survivre à la Révolution tout en étant l'un des fidèles de Louis XVI. On le voit aux Tuileries, à côté du roi, quand il est là, harcelé par la foule. Il est à côté du roi. Il va survivre. Alors d'abord, il s'est marié, il faut dire, alors, il va au moment de la Révolution. À 51 ans. Oui, c'est ça. À 51 ans, il se retrouve à Brest. Avec une très jeune femme. Elle a 22 ans, elle. Oui. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez l'impression, s'il y avait eu un concours de Miss à l'époque, elle aurait été Miss Monde. D'une beauté étonnante, d'une pétillance d'esprit incroyable, et en plus bien né. Lui qui était un homme qui venait de la reture bien que nobiliaire, il n'en reste pas moins que c'était un homme de la terre, et là il arrive dans une famille de marins. Enfin, il va être reconnu par le grand corps. Il va avoir 4 enfants, 4 fils de cette femme, et au moment de la Révolution, on a le temps encore de dire 2 petites choses ? Non, on n'a plus le temps. Eh bien, très bien. Ce qu'il faut dire d'un mot, c'est qu'il aura été, comme vous l'avez dit, très proche de Louis XVI, fidèle d'entre les
fidèle. Il est arrêté au moment de la terreur. Il est à deux doigts d'être exécuté. Hein, mais alors il va user de subterfuges. Sa vie est un roman extraordinaire. Et ensuite, il va vivre le consulat, l'Empire. Oui, parce qu'il rencontre Bonaparte chez Talleyrand. C'est-à-dire dans les salons de Talleyrand, Bonaparte a le coup de foudre, il va lui demander de préparer l'expédition d'Égypte, il sera le premier à être nommé chevalier de la Légion d'honneur, premier décoré par Bonaparte, sénateur, maréchal d'Empire et baron d'Empire. Tout à fait extraordinaire. Il mourra tranquillement à Paris à l'âge de 80 ans après avoir fait tout ça. Ah, c'est très encourageant finalement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, aujourd'hui à la question de Thomas qui nous l'a envoyé via le site internet Europe 1, donc d'europe1.fr. Pourquoi à l'époque les petits garçons étaient-ils habillés en petites filles sur les portraits notamment peints sur toile? Oui, alors déjà, Thomas, il faudrait dire à quelle époque, puisque à partir du milieu du XVIIIe siècle, à partir de l'époque dont on parlait avec Marc Menant à l'instant, les choses vont se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui, et notamment les enfants auront de plus en plus des tenues spécifiques. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de tenue d'enfant. C'est-à-dire que vous étiez soit un enfant, et alors vous aviez la robe unisexe qu'on mettait aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles, soit vous étiez à partir de 6-7 ans, le passage aux hommes dans les bonnes familles c'était à l'âge de 7 ans précisément, alors là vous deveniez un petit garçon en l'occurrence, et vous aviez des costumes qui étaient exactement en réduction, le même que votre père. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à l'âge de 7 ans, un petit garçon, lorsqu'il était en tenue, était habillé exactement comme un homme mûr. Simplement, c'était tout en plus petit. Bon. Donc, on utilisait cette espèce déjà, l'enfant, lui, était langé. Vous savez, il y avait toute une layette avec un maillot, etc. On serrait les enfants, d'ailleurs, parce qu'on pensait qu'il fallait les tenir. Enfin, entre parenthèses, tout ça n'était assez discutable sur un plan purement physiologique. Et puis vers 2 ans, donc quand l'enfant était sevré, qu'il marchait, alors là, tant qu'il n'était pas propre, il y avait ce qu'on appelait le robage, c'est-à-dire qu'on mettait une robe aussi bien aux garçons qu'aux filles, et cette robe, elle est à l'origine de bien des confusions, puisque lorsque vous regardez des portraits du XVIe ou du XVIIe siècle, même sur les notices des musées, parfois, vous avez des erreurs. On vous dit Madame Untel et ses 3 filles, alors qu'en fait, il y a 2 petits garçons, une petite fille, mais tout le monde portait des robes, c'était comme ça. Encore une fois, on ne prenait sa tenue d'adulte que vers 5 ou 6 ans dans le peuple, un peu plus tard dans les bonnes familles et dans la noblesse aux alentours, je vous ai dit, de 7 ans. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous parlons du harcèlement à l'école. Ça concerne tout le monde, les parents, les enfants, l'équipe éducative, les voisins, le commerçant du coin. Bref, comment reconnaître et aider un enfant qui en est victime. J'attends vos questions, vos témoignages au 39 21. C'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck. Importante question. Merci beaucoup Elena. Il me reste juste 4 secondes. C'est le temps qu'il me fallait pour dire un grand merci à Marc Menant qui une fois de plus nous a éblouis par son extraordinaire verbe plein de feu. Merci Marc.